donc, qui a des attaches au Mans, qui était entraîneur du MSB, donc qui a gagné des titres en tant que joueur et en tant qu'entraîneur avec le MSB, qui aujourd'hui officie au club de Strasbourg, et qui, pendant cette petite parenthèse mensuelle, a accepté de venir vous rencontrer. Donc c'est un immense honneur pour nous, merci Vincent. On va commencer les questions rapidement par Antoine, 5e Luxembourg. Je vais passer le micro qui va circuler parmi vous au fur et à mesure des questions. Quel est votre record de points en un match? Alors il y en a deux en fait. Mon vrai record, c'était quand j'avais votre âge, ou même un peu moins, je crois que j'avais 12 ans, j'étais en Benjamin, et j'avais marqué 71 points. Mais bon, c'était dans les catégories de petits. Mon record en pro, je crois que c'était 35. Sur quel poste avez-vous joué? Je jouais, mon poste de prédilection c'était deuxième arrière, et je jouais aussi meneur, parce que voilà, souvent on faisait un peu les deux. Donc j'ai joué sur ces deux postes-là. À quel moment avez-vous su que vous alliez devenir joueur professionnel? Très tard, tu sais, c'était une époque où, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas de centre de formation. Donc, en fait, le recrutement se faisait dans les petits clubs. Moi, je suis issu d'un petit club, et donc c'est le SCM Le Mans, hein, c'est Le Mans qui est venu me chercher. J'avais 17 ans, j'étais en terminale. On avait été convoqué à Noël pour faire un stage. On était 4 jeunes, et on a été pris, il y en a 2 qui ont été pris et 2 qui n'ont pas été pris. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc avant, je l'espérais, voilà, j'espérais, mais même pas professionnel, parce que le basket, en fait, est devenu pro en 1986. Et moi, je suis arrivé au Mans en 1981. Donc à l'époque, c'était pas pro, mais c'était quand même la première division. On touchait un peu d'argent quand même, mais d'une façon un peu différente. Voilà, on disait que c'était souvent sous le manteau, des enveloppes. On appelait ça des indemnités. Et c'était une période transitoire. Et à partir de 86, le basket est devenu professionnel comme le football. Il n'y avait pas du tout d'agent. Moi, je me souviens, c'est Jean-Pierre Boibeau qui était déjà là, qui était venu m'accueillir. Il y avait Jean-Marc Conter aussi, qui était un autre dirigeant du SCM. Et donc, c'était, voilà, ils allaient voir un peu les équipes autour. Moi, je venais de la région à Brest. Et mon équipe cadet, junior fonctionnait bien. On avait des bons résultats, et c'est comme ça que j'avais été repéré. Les repérages se faisaient un peu au hasard. Hein. Dans combien de clubs professionnels avez-vous joué? Alors j'ai joué dans 4 clubs professionnels, mais en fait, principalement quand même dans un, et c'est Le Mans. Voilà, et en fait j'ai joué la moitié de ma carrière de joueur au Mans, principalement au SCM, et j'ai joué ma dernière année au MSB, parce que le club a changé de nom. Voilà, en 1993, il y a eu des gros problèmes financiers, et le club a dû être rebaptisé MSB pour le sauver. Et j'ai fait la première année du MSB, de 93 à 94. 82, avec Le Mans. J'ai été champion de France qu'une fois comme joueur, et c'était au Mans. Et la particularité, c'est que j'ai été champion comme joueur et comme entraîneur au Mans. J'ai eu cette chance-là. Il y avait les frères Bogno, Bob Wilms, Bill Kane, Floyd Allen, Jackie Lamotte. Ouais, je peux les citer tous. Hein.
Avez-vous été international lorsque vous étiez joueur? Non, j'ai été présélectionné 2 fois, mais j'ai jamais été international. C'est un grand regret, mais j'avais simplement pas le niveau. Voilà. Et donc c'est un regret, mais quand même modéré. J'étais déjà content d'avoir pu faire 2 stages, mais voilà, c'est une réalité. J'étais pas assez fort. Pedro. Quel est votre meilleur souvenir en tant que joueur? Alors, mon meilleur souvenir, bon, il y a le titre, on en a parlé, mais c'est un peu plus tard, en 1987, avec Villeurbanne, on s'est qualifié pour la demi-finale de Coupe d'Europe. Et on s'est qualifié, donc c'était les quarts de finale. On avait perdu 15 points en match aller, et on avait 14 points d'avance à 3 secondes de la fin. Et la balle était sous notre panier, et j'ai shooté de 20 mètres, et j'ai marqué le panier. Et on s'est qualifié en demi-finale grâce à ce panier-là. C'était quand même le moment le plus fort de ma carrière. Ça m'a surtout permis de jouer après contre Drazen Petrovic, qui à l'époque était le meilleur joueur européen, qui malheureusement est décédé en 92 dans un accident de voiture. 93. Parmi tous les clubs dans lesquels vous avez joué, quel a été votre club préféré? C'est une question difficile. Sincèrement, il y a 2 clubs dans lesquels j'ai vraiment pris du plaisir. Je parlais de Villeurbanne. Bon, malgré tout, Le Mans reste mon club pour l'instant de cœur, sachant que si on ajoute mes années de carrière de joueur et mes années d'entraîneur, j'en suis actuellement, je crois que c'est ma 36e saison à ce niveau, enfin, au niveau professionnel. Et la moitié de ces saisons, je les ai faites au Mans. Donc Le Mans, quoi que je puisse faire maintenant, je ne le rattraperai pas ailleurs. Le club qui a le plus compté pour moi. Voilà. J'ai joué 8 ans au Mans et j'ai coaché 10 ans. Donc c'est énorme. Surtout dans le monde professionnel actuel où très clairement les gens bougent beaucoup. Et le fait d'avoir eu cette fidélité-là, c'est quand même pas très fréquent. Quel était votre numéro de maillot? Est-ce un numéro fétiche? Si oui, pourquoi? Alors écoute, j'en ai eu 2 en fait. Quand j'étais enfant, et ma première année professionnelle, j'avais le numéro 13. Voilà, parce que j'admirais un joueur qui s'appelait Wilt Chamberlain, un Américain, qui était un très grand joueur NBA, et donc j'avais le même numéro que lui, voilà, tout simplement. Et en fait, après toute ma carrière de joueur pratiquement, en particulier quand je suis revenu au Mans, je l'ai faite avec le numéro 7. Le numéro 7, c'était le numéro de Bob Purkizer, qui a été mon premier entraîneur au Mans, qui s'est tué en voiture, malheureusement, à l'issue de cette première saison, et à l'issue aussi du titre de champion qu'on avait obtenu ensemble. Et en hommage, j'ai porté tout le reste de ma carrière le numéro 7. Voilà. Quel coéquipier vous a le plus marqué et quel fut votre adversaire le plus redoutable? Alors l'adversaire, j'en ai parlé, c'était Drazen Petrovic. Voilà, j'avais eu la chance de pouvoir jouer contre lui, mais franchement, il était très très fort. Et on avait beaucoup souffert. Et le coéquipier, il y en a plusieurs également. Au Mans, tout à l'heure, on parlait d'Éric Bogno, par exemple. Mais autrement, Norris Bell, un Américain avec qui j'ai joué à Villeurbanne, et qui a joué au Mans après aussi avec moi, et que j'aimais beaucoup. Voilà, parce qu'au-delà du joueur, sa personnalité était vraiment très, très importante dans l'équipe. C'était un excellent coéquipier qui fédérait beaucoup autour de lui. Et donc c'est lui qui m'a le plus marqué. Pose la question à sa place, c'est pas grave. Pose ta question. En tant que joueur, quel entraîneur vous a le plus marqué? Alors en tant que joueur, quel entraîneur m'a le plus marqué? C'est Bob Purkizer, parce que c'était le premier et qui s'est beaucoup occupé de moi. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, et il me faisait faire beaucoup de travail individuel après les séances, et ça m'a beaucoup marqué, et ça m'a imprégné aussi pour mon futur métier de coach.
Voilà, c'est beaucoup grâce à lui que j'ai un peu fait la même chose que lui. Voilà, j'ai cette tendance de beaucoup m'occuper des jeunes joueurs, et c'est lui qui m'a donné cette passion. Et donc c'est lui que je vais citer, mais il y en a d'autres, tous les entraîneurs m'ont marqué. C'est vraiment une relation très spéciale. Donc, quand on joue au niveau professionnel, on s'entraîne 7 fois, 8 fois, 9 fois par semaine. Donc l'entraîneur, c'est un personnage très important, hein, on le voit autant que sa famille. Et donc tous les entraîneurs, j'ai eu Jean-Luc Monchot, j'ai eu Alain Gilles à Villeurbanne, qui était vraiment quelqu'un de très présent pour moi. Tom Becker au Mans aussi, qui était quelqu'un de très intéressant. Donc vraiment tous les entraîneurs, quelque part, m'ont aussi donné des choses que j'ai utilisées par la suite, moi-même en tant qu'entraîneur. On va clore le chapitre joueur. On va commencer les questions qui concernent entraîneur. Donc avec Inès, 5e Budapest. Inès, Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'entraîneur, en club et en équipe de France? Alors en club, c'est clairement le premier titre avec Le Mans, le premier titre de champion en 2006. Parce que on courait après depuis 2-3 ans. Ça faisait 3 ans qu'on était dominateur en saison régulière, mais qu'on n'avait pas concrétisé. Et lorsqu'on a gagné ce titre de champion en 2006, c'était vraiment un accomplissement. Donc c'était pour moi, ça reste le moment le plus fort. En équipe de France, c'est clairement le titre de champion d'Europe en 2013, obtenu à Ljubljana. C'était la première fois que la France était championne d'Europe. Et c'était une aventure extraordinaire avec le même groupe qu'on avait depuis 4 ans. On avait été vice-champion en 2011. Et voilà, le fait de parvenir à franchir cette dernière marche était un moment très très fort. À quel moment est venue l'idée de devenir entraîneur? Très tôt, parce que je viens d'un petit club, comme je l'ai dit, qui s'appelle l'AL Montivilliers. C'est un club formateur. Et dans ce club-là, en fait, quand on était minime, on avait souvent des tâches à accomplir avec l'école de mini-basket. On devait participer dans l'encadrement. Et assez vite, je me suis formé pour devenir entraîneur. Après, c'est comme pour joueur, tu ne peux pas dire au départ que tu vas atteindre ce niveau-là. Mais le fait de vouloir entraîner, c'était vraiment une idée que j'ai eue très tôt. Quand j'étais pro, très souvent dans les clubs, j'ai participé à la formation. Par exemple, quand je suis revenu au Mans en 1990, je me suis occupé de l'école de basket du SCM. Voilà, tous les mercredis, avant d'aller m'entraîner, j'allais passer du temps à la salle Gouloumès pour entraîner les enfants. Et ça m'a aidé, tous ces moments-là m'ont aidé à devenir entraîneur. Mais déjà avant, en 1986, j'ai été champion du Normandie-Maine avec les Benjamins, alors que j'avais que 22-23 ans. Et donc j'ai entraîné déjà les catégories de jeunes. Et petit à petit, je me suis formé pour aller vers ce métier-là. Pierre. Quelle équipe avez-vous préféré coacher? Pourquoi? Ça avait été mal perçu au Mans, mais je vais le répéter, le groupe vraiment le plus sympa que j'ai pu coacher, c'est ma première année à Villeurbanne en 2008-2009. Voilà, j'avais une équipe qui était très réceptive. Et quand on est entraîneur, à ce niveau-là, on met des choses en place. Et on sait que ce qui est important, c'est pas ce que vous mettez en place, c'est ce que les joueurs s'approprient, ce que les joueurs réalisent, exécutent. Et ce groupe-là avait une capacité d'attention, de concentration, que j'ai jamais eu avant, que j'ai jamais retrouvé après. Voilà. Et toute l'année, on n'a pas cessé de progresser. Au début de saison, on n'était pas du tout, à mon avis, prévu pour être champion. Et on l'a été en fin de saison, avec un talent, on va dire, on avait du talent, mais pas plus que les autres. Moins, par exemple, que l'équipe du Mans cette année-là, qui avait Spencer et Blumenthal et Batista et quelques autres. Et on a été champion malgré tout, uniquement parce que ce groupe avait des valeurs collectives très fortes. Et donc je me suis régalé en tant qu'entraîneur à les entraîner. Combien de fautes techniques avez-vous déjà pris? Pas trop, pas beaucoup. Je suis pas un gueulard naturel, donc je suis plutôt épargné, mais ça m'arrive quand même maintenant d'en prendre quelques-unes. Et depuis que je suis entraîneur de l'équipe de France, les arbitres me ciblent davantage qu'auparavant. Voilà, ils se mesurent un peu à ce que je représente.
Qui vous a donné envie d'être entraîneur? Le premier, c'est mon père. Voilà, qu'il était lui-même dans le club dont je suis issu. Et ensuite, c'est ma passion du basket plus que quelqu'un. Voilà. Mais par contre, je dois beaucoup à Alain Weiss, qui a été mon premier, on va dire, professeur. Quand j'ai arrêté de jouer en 98, je suis devenu assistant coach d'Alain Weiss au Mans pendant 2 ans. Et c'est lui qui m'a vraiment appris le métier. En plus, c'était un prof. Quelle est la durée d'un entraînement? La durée classique, on va dire que c'est 1h30, ça peut être 1h45, ça peut être 2 heures. Si l'entraîneur est en colère, ça peut déborder, mais en général, c'est autour d'1h30. Voilà, c'est une bonne durée. Un peu plus, il faut faire attention, surtout quand on enchaîne beaucoup, parce que la récupération est importante, et qu'au-delà, la fatigue se fait sentir, et que ça devient plus compliqué de pouvoir enchaîner les séances. Comme on s'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour, il faut tenir compte de cet aspect-là, et donc ne pas trop allonger les séances. C'est en rapport à ça. Voilà. Quand j'ai arrêté de coacher le MSB, c'était en 2008, ça faisait 8 ans que j'étais l'entraîneur du MSB. 8 ans, c'est très long pour un entraîneur. Et il y a nécessairement un phénomène d'usure. Et j'ai voulu effectivement voir autre chose, me donner un autre challenge. Et c'est pour ça. Voilà. Alors que ça se passait bien, que je me sentais bien au Mans. Mais je pensais qu'il était temps de donner un coup d'accélérateur à ma carrière. Voilà. Parce que quand on reste au même endroit, quelque part, il y a quand même des phénomènes de routine qui s'installent. Et donc le fait de bouger me permettait de relancer cette carrière. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Depuis, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais encore un jeune entraîneur. Comment motivez-vous votre équipe? Alors ça c'est une vaste question. Tu vois, des fois je fais des conférences en entreprise et je parle 1 heure pour parler de ça. Donc pour faire simple, la motivation, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe, elle a aussi l'objectif de gagner les matchs. Les joueurs, vous avez vu Mike jouer la balle il y a 3 jours, ils veulent gagner. Donc à la base, c'est quand même plus facile. Par exemple, des fois, vous n'avez pas trop envie de faire des maths. Bon, et ça, c'est compréhensible. Les basketteurs, normalement, ils ont envie de jouer au basket. Donc ça, c'est le premier point. Malgré tout, la motivation, le maintien de la motivation, il y a d'autres éléments qui sont importants. C'est la capacité à atteindre un objectif ensemble. Donc au début de saison, c'est fixé. Peut-être que le président du club va dire cette année, on veut être dans les 4 premiers. Donc toute l'année, l'entraîneur doit rappeler à ses joueurs voilà, que l'objectif de l'équipe, c'est ça. Après, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Pour motiver tout le monde, il y a une chose qui est essentielle, c'est que chacun ait un rôle. Et ce rôle, bien sûr, il ne peut pas être le même pour tout le monde. On n'est pas, quand on a une équipe de basket professionnelle, on n'est pas le club Méditerranée. Donc c'est pas chacun profite de la situation. Il faut remplir des objectifs. Et pour ça, il faut que chacun ait un rôle qui soit bien défini, mais pas de façon démagogique. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à chacun, par exemple, il y en a un qui va être le leader, donc lui, il a un rôle important, il faut qu'il fasse, pas prendre beaucoup de rebonds, marquer des points, mais il y en a d'autres, on a besoin aussi de joueurs qui soient simplement des courroies de transmission, donc qui vont avoir un rôle moins important. Aux yeux du public, ce sont des joueurs qui sont parfois moins appréciés, mais pour la réussite d'une équipe, ce sont des joueurs qui ont un rôle très important. Tous les rôles sont importants. Donc il faut, pour motiver ces joueurs-là, il faut leur faire comprendre justement cette notion d'utilité. Voilà, alors c'est pas toujours le rôle qu'il a envie d'avoir. Tous les joueurs ont envie d'avoir le rôle du leader.
mais c'est pas possible. Donc le coach, ça, il doit l'expliquer aux joueurs. Et il doit l'expliquer aussi de façon, on va dire, dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment précis, ils ne sont pas leaders qu'ils ne pourront jamais l'être. Mais ils doivent respecter certaines étapes. Donc ce qui est important pour motiver, c'est d'avoir un discours de vérité, de sincérité, mais par contre qu'il soit un discours aussi vraiment de vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux joueurs. Si le joueur ne peut être que remplaçant, il ne faut pas lui faire croire que tu vas en faire ton titulaire. Parce que tu sais très bien que ça ne sera pas possible, et que donc la déception qui va en découler risque au contraire d'avoir des effets très négatifs. Il vaut mieux lui dire au début, pour l'instant tu es remplaçant parce que c'est ton niveau, mais si tu travailles correctement, que tu fais, ça c'est des sources de motivation, et bien un jour tu seras un peu mieux que remplaçant, et peut-être que dans un jour un peu plus lointain, tu pourras même devenir le leader de cette équipe. Tu comprends? Alors tant mieux. Quel diplôme faut-il avoir pour pouvoir entraîner? Alors, il faut des diplômes d'État. Tu peux entraîner les jeunes sans diplôme d'État, mais dès que tu rentres dans le monde professionnel, tu dois être à minima professeur de sport et donc titulaire du brevet d'État 2e degré. Donc il y a une partie qui est commune à tous les sports, donc qui concerne, tu apprends la physiologie, l'anatomie, toutes les sciences humaines, la psychopéda aussi, parce qu'il faut entraîner les gens. Et puis tu as une partie qui est spécifique à ton sport et qui te permet donc d'avoir ce brevet d'État complet et qui est indispensable pour entraîner au niveau professionnel. Les gens qui font l'UFRAPS, on dit, ou l'UFRAPS, directement ont le brevet d'État, le tronc commun, la partie commune, mais doivent quand même passer la partie spécifique. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Combien de victoires Excuse-moi, sans brevet d'État, on ne peut pas recevoir d'argent, normalement. Voilà. Pour être payé, il faut un brevet d'État. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Je te la rends. Combien de victoires avez-vous remportées dans l'équipe de France? C'est une bonne question. Alors toi, je le sais par hasard. Je ne le saurais pas sinon. Parce qu'en fait, j'ai gagné mon 100e match pendant les Jeux Olympiques. La dernière victoire qu'on a remportée. Et donc, on m'a offert un maillot avec le numéro 100 derrière. Donc j'ai gagné 100 matchs. Il faut que j'en gagne 5 pour devenir celui qui a gagné le plus. Le premier, c'est Robert Busnel pour l'instant. Et il en a gagné 104. Il faut en gagner 5. Enfin, c'est pas ça qui... C'est l'été prochain. Comment préparez-vous un match? Alors il y a plusieurs éléments. Il y a une préparation en amont que je fais avec mes assistants, et mon assistante en l'occurrence, et qui est vidéo. Donc on regarde les matchs de nos adversaires et on observe ce qu'ils font, voilà, leur système, comment est-ce qu'ils défendent, comment est-ce qu'ils attaquent. Et ensuite, grâce à cette évaluation, on prépare des séances où on apprend à nos joueurs à attaquer contre cette équipe-là et à défendre contre cette équipe-là. En gros, c'est la préparation de nos matchs. Quel est votre palmarès en club et en équipe de France? Alors, écoute, en club, j'ai été 2 fois champion, une fois avec Le Mans, une fois avec Villeurbanne. J'ai gagné la semaine des As avec Le Mans, avec Villeurbanne, la Leaders Cup avec Strasbourg. J'ai gagné la Coupe de France avec Le Mans et avec Strasbourg. Et puis là, j'ai été 4 fois en finale avec Strasbourg, mais j'ai jamais gagné, malheureusement. Et puis sinon, je crois en tout, 3 fois avec Le Mans, 1 fois avec Villeurbanne et 2 fois avec Strasbourg. J'ai été 6 fois premier de la saison régulière. Donc voilà. En équipe de France, on a été champion d'Europe en 2013. On a été médaillé d'argent en 2011 et médaillé de bronze en 2015 au championnat d'Europe. Et on a été médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2014. Quel joueur vous a le plus marqué?
je vais pas être très original, je vais dire Tony Parker quand même, c'est quand même lui qui m'a le plus impressionné, voilà, dans les joueurs que j'ai coachés. Afin de constituer une équipe efficace, comment sélectionnez-vous vos joueurs? Alors toi, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure à la question sur la motivation. Je les sélectionne pour faire justement une équipe, pas un assemblage de joueurs. Donc le principe, c'est pas de prendre forcément que les meilleurs, c'est de prendre des joueurs qui vont pouvoir jouer ensemble. Et il faut respecter deux choses. Il faut respecter un niveau de hiérarchie, c'est-à-dire que tous les joueurs ne peuvent pas être égaux. Voilà, il faut des leaders, il faut des remplaçants. Et la deuxième chose, c'est la complémentarité. Voilà, il faut vraiment, si tu prends par exemple 2 meneurs de jeu, si le premier il est très fort en attaque et qu'il ne défend pas, il est important que le deuxième soit plutôt un défenseur. Voilà, pour que à certains moments du match, tu puisses utiliser l'un ou l'autre, mais de façon complémentaire. C'est très important que cette équipe elle soit complémentaire. Parce que sinon, il y a des très bonnes équipes sur le papier qui semblent très bonnes et qui ne réussissent pas à cause de ça, parce que justement les joueurs se ressemblent trop et n'ont pas de complémentarité. Comment le coach principal s'organise-t-il avec son staff? Qui fait quoi? Alors ça c'est très dépendant des différents staffs, des coachs. Voilà, il y a des coachs qui délèguent beaucoup, d'autres moins. Moi je ne délègue pas énormément sur le terrain, parce que j'aime ça. Voilà, j'aime le terrain, j'aime m'occuper des joueurs. Mais il y en a qui aujourd'hui ont des staffs très élargis et confient des grosses parties d'entraînement à leurs assistants. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un de mes assistants qui fait la vidéo, donc je m'en occupe quasiment pas. Et il me présente le montage qu'on va montrer aux joueurs 2 heures avant qu'il soit montré aux joueurs. Et par contre, de mon côté, je fais un peu de vidéo aussi, mais plus pour ma gouverne, pour sentir le rythme des adversaires. Mais par exemple, ça c'est vraiment délégué à l'un des assistants. Mais c'est vraiment très variable en fonction de la personnalité du coach. Voilà. Excusez-moi. Une petite question en aparté. On a l'équipe de hand française qui réussit très bien, qui enchaîne les titres. Est-ce que vous vous inspirez un petit peu de ce modèle de management? Est-ce que vous rencontrez aussi de temps en temps les entraîneurs de cette équipe? Je ne connais pas les nouveaux entraîneurs, mais je suis ami avec Claude Onesta. Et Claude Onesta, en 2011, a mis en place un séminaire de coach dans lequel il m'a gentiment convié, avec quelques autres, des entraîneurs de rugby, Laurent Travers, Christian Lanta. Et donc depuis 5 ans, on a tous les ans 3 à 4 jours de réflexion sur d'autres métiers. Voilà, et bien sûr, comme on est dans des sports différents, on ne parle pas du tout de la technique ou de la tactique, on ne parle que de management. Et donc oui, on s'inspire, mais après chaque sport a sa spécificité. Et ben, voilà, on est tous confrontés à des choses qui sont un peu différentes, mais on partage effectivement beaucoup de choses. Quand a commencé votre carrière d'entraîneur? Alors en 98, je suis devenu assistant au MSB et je suis devenu entraîneur principal en 2000. Donc vous n'étiez pas né. Voilà. En club, quelle équipe rêvez-vous de coacher et quel championnat vous attire le plus? Alors, le championnat, c'est l'Espagne. Voilà, et le club, le Real de Madrid. Voilà, ça serait un rêve, mais je pense que ça ne se réalisera pas. Préférez-vous votre carrière de joueur ou votre carrière d'entraîneur?
c'est difficile à répondre parce que il n'y a rien qui remplace le jeu. Au départ, la passion qu'on a pour un sport, elle n'est pas pour entraîner, elle est d'abord pour jouer. Donc j'ai quand même beaucoup aimé ma carrière de joueur. Après, si tu me demandes où est-ce que j'ai le plus réussi, c'est très clairement comme entraîneur. Donc cette notion-là va modérer un peu ma réflexion. Et puis je prends beaucoup de plaisir à coacher aussi. Mais malgré tout, j'ai quand même adoré jouer. Et ça a été dur pour moi d'arrêter de jouer. Et quand je suis devenu entraîneur, je me suis obligé à arrêter de jouer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui continuent à jouer à un moindre niveau. Et moi, j'ai arrêté totalement parce que pour justement décrocher et me concentrer vraiment vers l'entraînement. Comment aidez-vous un joueur à progresser à tout âge? Quelle place accordez-vous à la formation? Je considère qu'un entraîneur digne de ce nom, de toute façon, il se doit de s'intéresser à la formation. Voilà, bien sûr que quand on est entraîneur, il faut gagner des matchs, parce que si on n'en gagne pas, on se fait virer. Mais malgré tout, ça n'est pas suffisant. Voilà, le moyen, de toute façon, de continuer à gagner, c'est de former les joueurs et de les faire progresser. Parce que ce sont les joueurs qui jouent et qui te font gagner. Un entraîneur, tu peux faire ce que tu veux, tu es sur le côté, tu donnes des consignes, tu les aides, tu les encourages, mais c'est malgré tout les joueurs qui, au final, vont gagner le match. Donc il est important de les faire avancer, de les faire progresser. Et je considère que c'est une partie intégrante de mon travail, au même titre que de préparer l'équipe pour le prochain match. Voilà. La formation, je pense que la formation est une grande part au Mans, assistant Nicolas Batou, à Villeurbanne, j'ai vu. Ça a commencé avec Kofi, Bokolo, Magou. Non, j'avais Rémi Lehou, c'était au Mans. Il a commencé à Coulennes. Non, Villeurbanne, c'était Lacombe et Fofana. Nikilina. C'est dur à dire. Oui, bah après il faut être prudent parce que aussi bien Batum que Nikilina, ce sont des prodiges. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer. Après il faut les accompagner. L'enjeu avec ce type de joueur, c'est de ne pas gâcher le potentiel incroyable dont ils disposent. Donc c'est pas une évidence, hein, parce que même quand on a du talent, ça suffit pas pour réussir. Donc il faut quand même les accompagner pour qu'ils puissent justement aller au bout de leurs rêves. La vraie formation, pour moi, c'est plutôt, ça concerne des joueurs, on va dire, davantage moyens, et que tu aides à passer pro. On parlait de Jérémy Leloup, par exemple. C'était Jérémy, quand il était arrivé au centre de formation du Mans, il n'était pas du tout évident qu'il serait pro quelques années plus tard. Et là, le centre de formation du Mans, c'est un bon centre de formation. Ils en ont sorti quand même un paquet de joueurs, et il en faisait partie. Et je crois que ça, c'est une vraie fierté pour un club. Il est parti. Il est parti. Je vais poser la question, c'est pas grave, mais tu vas répondre quand même. Jouez-vous toujours au basket? Très peu, très peu. Très peu, pour les raisons que j'ai, je ne veux pas mélanger. Je fais du shoot un peu à la fin des entraînements, au début. Pas beaucoup. On va aborder la troisième partie qui concerne plus le management avec Anaël. Quels sont les différents paramètres à prendre en compte pour constituer l'équipe la plus efficace possible? J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Donc vraiment, bon, il faut bien sûr du talent, mais il faut se préoccuper que l'équipe soit à la fois hiérarchisée et complémentaire. Voilà, si on ne respecte pas ces deux données-là, on est souvent en proie à des grandes difficultés. Voilà, j'ai eu des fois des équipes sans hiérarchie, c'est les pires. Voilà, parce que pour des raisons toutes simples, même dans les bonnes saisons, il y a des moments difficiles dans une saison. Voilà, il y a des hauts et des bas, et c'est la gestion de ces moments-là qui souvent détermine si tu fais une très bonne saison ou au contraire une moyenne ou même des fois une mauvaise. Et lorsque tu n'as pas de hiérarchie, même au sein de l'équipe, les joueurs ne savent pas vers qui se tourner pour prendre les responsabilités. Lorsque c'est défini, ça simplifie les choses.
Donc ça c'est important, et puis la complémentarité, comme je le disais, si tu as deux très bons joueurs au même poste, la concurrence devient féroce, malsaine, et souvent au basket, j'ai tendance à dire que 1 plus 1 ça ne fait pas 2, et parfois ça fait 0, voilà, parce qu'ils peuvent s'annihiler et perdre confiance tous les deux, et à force de vouloir prendre la place de l'autre, oublier que c'est l'adversaire qui est important de battre et pas son propre coéquipier. Comment gérez-vous les conflits entre différents joueurs? C'est une question très vaste, parce qu'il y a conflit et conflit. C'est très, très variable. Est-ce que le conflit est un petit conflit ou quelque chose de grave? Dans ma carrière, c'est arrivé rarement, mais j'ai quand même vu malheureusement des fois quelques joueurs coupés. Voilà, ça peut aller jusque-là. Si un joueur frappe un autre, c'est comme dans la vie courante, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et puis par contre, il y a le conflit qui est plutôt un conflit d'intérêt, ou voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, où un joueur est jaloux d'un autre. Dans ce cas-là, c'est la relation, c'est la communication. Il faut beaucoup parler aux joueurs, il faut expliquer. Et parfois ça marche d'entrée de jeu, et des fois il faut y revenir. C'est un peu comme avec vous. Pour l'apprentissage, voilà, il y a des fois on apprend très vite, et d'autres fois il faut expliquer un peu plus. C'est un peu la même chose. Et puis à un moment donné, le coach est là aussi pour trancher et affirmer sa position. Mais il est toujours important de l'expliquer aux joueurs. Voilà, tout ce qui est mieux compris a toujours plus de chances de mieux passer. Comment se prépare l'après Tony Parker? Alors écoute, on est encore un peu loin de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un nouveau cycle. Voilà, parce que quand un joueur a autant impacté une génération qu'a pu le faire Tony Parker, il va falloir réinventer maintenant une autre façon de faire, prendre une autre direction, trouver un autre chemin pour essayer de continuer à gagner, en responsabilisant davantage d'autres joueurs. Mais c'est aussi comme ça que ça se passe, c'est les transmissions de témoins. Souvent, tu verras qu'il y a des joueurs qui vont émerger et qui naturellement vont devenir les nouveaux leaders de cette équipe. La chance qu'on a, c'est qu'on a des très bons jeunes joueurs qui arrivent derrière. Et simplement, il va falloir qu'ils prennent un peu d'expérience, parce que les compétitions internationales sont très relevées, et que peut-être ça ne sera pas du premier coup, mais j'ai confiance malgré tout pour la suite. Comment organisez-vous votre semaine et celle de l'équipe en fonction du match du samedi? Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas le match du samedi, on a le match du mercredi et le match du samedi. Voilà, en fait, on joue 2 fois par semaine, on joue en Coupe d'Europe en semaine et en championnat le week-end. Et avec la télé, on est parfois décalé au dimanche, voire au lundi. Donc ça peut nous arriver d'avoir 14 jours consécutifs sans pause. Voilà, si on joue par exemple un lundi en championnat, parce qu'on est télévisé, et le mercredi en Coupe d'Europe, et qu'après on rejoue le samedi en championnat, on ne s'arrête pas. Et donc on continue comme ça, des fois 14 jours avant d'avoir un jour de repos. Sinon, on s'entraîne pratiquement 1 fois par jour, presque tout le temps, et parfois 2 fois, 1 fois, quand on est à 3 ou 4 jours du match. Mais dès qu'on se rapproche du match, on a tendance à faire 1 seule fois pour pouvoir récupérer davantage. Alors que lorsqu'on ne joue qu'1 fois par semaine, normalement on s'entraîne 7 à 8 fois par semaine. Au moins 2 jours dans la semaine, on fait 2 séances. Simon. Comment encourager l'équipe après une défaite? Voilà, donc ça appelle à ce qu'on appelle le rebond. J'avais un mot barbare, mais le rebond, voilà, il faut rebondir effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on gagne ou qu'on perde, ce qui est important, c'est la juste évaluation de la performance. Et lorsque l'on perd, il est quand même rare que tout soit négatif. Donc il faut que le coach sache insister sur ce qui a été bien réalisé, et par contre explique aux joueurs comment mieux faire ce qui ne l'a pas été. Voilà, il faut toujours garder des axes de progrès et s'en servir pour avancer, pour mobiliser. Axel, on va passer à la trophée, parce qu'il a déjà répondu en fait. Tu vois, il a déjà répondu auparavant. Juste après. Donc William. Il se passe quoi quand un joueur ne respecte pas les consignes?
Malheureusement, ça peut arriver assez souvent. Voilà. Il faut d'abord analyser pourquoi. Parfois, c'est parce que simplement, il n'a pas compris. Voilà, c'est pas forcément de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté. Ça peut être tout simplement parce qu'on n'a pas su bien expliquer. Donc, il faut s'assurer de sa compréhension. Et puis, effectivement, s'il a compris et qu'il ne le fait pas, bah, il faut sanctionner. Donc, le premier moyen de sanctionner que l'on a, dont l'on dispose, c'est de le sortir. Nous, on a la chance, contrairement à d'autres sports, comme le foot, le rugby, on peut faire des allers-retours. On peut faire rentrer et sortir le même joueur 5 fois dans un même match. Donc c'est souvent ce qui se passe. Donc dans ces cas-là, effectivement, quand il ne respecte pas la consigne, on le fait sortir et on lui réexplique. Et si on voit que c'était simplement de l'incompréhension, on peut le remettre très vite sur le terrain. Si au contraire il en a fait exprès et que c'est de la mauvaise volonté, bon, bah là on peut le sanctionner un peu plus longtemps. Comment imposer son autorité dans un groupe? Par quel moyen impose-t-on son autorité? L'autorité, c'est pas simplement crier plus fort que tout le monde pour dire des choses. Ça se base sur plein de choses. La première chose, c'est la compétence. Donc c'est très important quand tu prends un groupe en main de ne pas vouloir en faire de trop, mais au contraire de transmettre des choses que tu maîtrises très bien, de façon à rassurer les gens que tu entraînes. Alors, il faut que les gens que tu entraînes, il faut qu'ils sentent rapidement que tu sais de quoi tu parles. Parce que ça les incite à davantage de te suivre, t'écouter. Voilà. Dès qu'ils ont compris que tu peux les aider à gagner les matchs, à progresser, c'est déjà une façon d'asseoir son autorité. Ensuite, on a parlé tout à l'heure d'équipe, de complémentarité, de hiérarchie, de discours d'honnêteté, de sincérité. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il faut aussi être équitable. Voilà, il faut que, vis-à-vis de tes joueurs, même s'ils n'ont pas tous le même rôle, tu dois donner de l'attention à tout le monde. Voilà, c'est une façon d'asseoir ton autorité. Voilà, si chacun se sent respecté, si chacun sent qu'il a une place à part, il va d'autant plus respecter ton autorité. Et après, il y a plein d'autres choses encore, mais ce sont déjà là les critères principaux. Monsieur Cadeau. On parle souvent de la gestion du stress avant un lancer franc. Nous, nos élèves, ils sont souvent stressés avant un devoir. Est-ce que vous auriez quelques astuces de joueurs? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez vu, c'est Maé, je crois, qui a fait 7 sur 7 au penalty aussi l'autre jour. Bon, de toute façon, le stress a beaucoup d'importance. Le stress, il est lié aux attentes. Voilà. Les gens qui n'ont pas de stress, c'est quelque chose qui est négatif. Si vous venez faire un contrôle et que vous n'êtes pas du tout stressé, ça veut dire que quelque part vous en moquez un peu, c'est pas un bon clignotant. Le bon clignotant, c'est d'avoir ce qu'on appelle le bon stress. Celui qui active, celui qui permet d'être dans son meilleur état émotionnel, mais c'est celui qui n'inhibe pas. Alors quand est-ce qu'il peut inhiber? Quand on a l'impression qu'on ne va pas être à la hauteur. Pourquoi est-ce qu'on a un mauvais stress? Parce qu'on pense que la tâche qu'on nous demande de réaliser, on n'est pas capable de la réaliser. Donc le meilleur moyen de ne pas en avoir de trop, c'est de bien préparer le contrôle déjà. Et après, c'est de se concentrer sur comment faire et pas sur le résultat. La deuxième chose qui fait que vous avez du stress, c'est que vous pensez à la note. La note, c'est la conséquence de ce que vous allez produire. Donc il faut vous concentrer sur ce que vous allez produire, sur le devoir. Et pas vous dire, il faut que j'ai 17, il faut que j'ai 18, il faut que j'ai 16, si j'ai moins de 15, je vais faire, j'aurai pas de... peu importe. Non, pas le résultat, le chemin. Et pour nous, c'est très important ça, parce que quand on a des grands matchs, c'est très compliqué pour les joueurs de ne pas se dire, si on gagne le prochain match, on est champion. Et malgré tout, il faut y parvenir. Parce que si on pense au résultat, là, on va aller dans le mauvais stress. Voilà. Parce que ça nous met... en fait, on ne se dit pas, il faut que je réussisse. On se dit, il ne faut pas que je rate. Et là, on est déjà dans des choses négatives qui sont pénalisantes pour la réussite. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les choses qui soient pertinentes et qui vous permettent de réussir et pas sur le résultat.
C'est un bel exemple pour les troisièmes qui passent le brevet à la fin de l'année. Je crois que vous pouvez écouter un peu cette astuce. Alors, avant de conclure, est-ce que M. Torlet ou M. Cadeau, M. Delattre avaient une question? Alors, juste une question en fait par rapport à tout votre parcours depuis tout petit à aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez une idée plus tard d'être président de la Fédération française? Un petit peu à l'image de Didier Deschamps en ce moment, c'est un petit peu la ligne qu'il a envoyée. Ça c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous arrivez par rapport à votre poste à avoir... Vous vouliez parler de Bernard Laporte? Voilà, enfin voilà. Didier Deschamps dans les tiroirs aussi, hein, par rapport au football. La deuxième question, en fait, c'est par rapport au fait de votre poste. Est-ce que vous arrivez à agir sur les choix politiques de demain au basket? Et la troisième chose, en fait, c'est par rapport à... Est-ce que vous pouvez nous donner, en fait, ce que sera le basket dans 30 ans? Voilà. Parce qu'avec la télévision et ainsi de suite, il y a plein de choses qui changent. Quelle est votre vision dans 30 ans? La première question, c'était... Ah oui, alors président, non, pas du tout. Alors c'est un peu le problème de nos fédérations. Nos fédérations, il y a très peu d'entraîneurs, parce que nous, les entraîneurs, on aime entraîner et on a du mal à aller vers ces postes-là. Et souvent, dans les fédérations, les différentes fédérations, sont beaucoup les arbitres qui sont au poste de responsabilité. C'est rare d'avoir des entraîneurs au poste de responsabilité, mais c'est comme ça. La deuxième, un peu depuis 2-3 ans, avec la DTN, on commence à m'interroger davantage sur les orientations pour les jeunes. Mais quand même, c'était quand même très peu avant, quoi. Malheureusement, c'est pour les mêmes raisons. Et la troisième, donc c'est... C'est dans 30 ans. Dans 30 ans. Alors, dans 30 ans, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces 10 dernières années, il y a une considérable évolution en termes de vitesse et de verticalité. Voilà, et c'est pour ça que notre sport va de plus en plus vite. Je ne sais pas comment on va faire si on n'agrandit pas les terrains. Cet été aux Jeux Olympiques, j'étais sincèrement très impressionné par les vitesses de reprise des joueurs. Voilà, des fois, il y a un joueur qui est sous le panier, la balle arrive dans l'aile opposée, et le joueur n'a presque pas le temps de tirer, tellement la reprise se fait vite. Il y a des volumes. Rudy Gobert a 2,40 m d'envergure, fait 2,15 m. Donc quand il lève la main, il touche le cercle. Il court comme un gars d'1,80 m. Donc on voit vraiment des trucs qui sont incroyables. Et je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter, quoi. C'est notre sport de plus en plus athlétique. Et bon, moi je sais très bien que je serais totalement incapable de jouer aujourd'hui. Voilà. Mais toute ma génération quasiment. Hein. Donc on voit qu'il y a une évolution. C'est l'évolution de bien sûr globale. Mais elle est encore accentuée dans les sports aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que ça devient parfois incroyable, hein. Mais c'est vrai aussi dans le rugby. Moi je veux voir des fois des matchs de rugby, j'ai l'impression de voir des gladiateurs, hein. Et ça peut rien à voir avec les rugbymen que je voyais dans les années 80. Toujours plus haut, toujours plus fort. Avez-vous déjà eu des cas de dopage à gérer au sein de vos équipes? Non, mais ça peut arriver. Comme je le dis, bon, j'ai la chance d'être en contact avec les staffs médicaux. J'ai jamais vu un de nos médecins proposer quoi que ce soit à nos joueurs. Mais malgré tout, on ne sera jamais à l'abri d'une prise quelconque individuelle. Donc, on a souvent des contrôles antidopage. La France est vraiment le pays en Europe le plus contrôlé. Mais j'ai toujours peur. Voilà, j'ai toujours une appréhension. Même si je sais que notre médecin n'y sera pour rien. Mais bon, les Américains, on les connaît peu. Il y a du turnover. Des fois, ils viennent d'arriver. Donc même si on a confiance, on n'est pas certain à 100% de leur comportement général. Mais pour l'instant, non, ça n'est pas arrivé encore. Et j'en suis très content. Deux questions. Moi, je me souviens des premiers Jeux Olympiques où j'ai un bon souvenir, c'était 1992 avec la Dream Team. Et les commentateurs disaient que ce n'est que dans 50 ans qu'on pourra rivaliser avec les Américains. Et on a vu que très rapidement, on s'est approché du niveau. Est-ce que vous êtes surpris par cette vitesse de progression du basket international? Et la deuxième confrontation. Voilà. Et la deuxième question, si ça n'avait pas marché dans le basket,
qu'est-ce que vous aurez pu faire comme métier ou comme carrière? Alors, la première, je pense que l'élément essentiel, c'est la confrontation. Le fait que les Américains soient venus chercher des Européens de plus en plus. Il y en a aujourd'hui une cinquantaine en NBA. Donc forcément, quand ils reviennent en équipe nationale, ils ont ce niveau. Et ce qui nous séparait principalement en 92, c'était cette valeur athlétique. Voilà, l'équipe américaine l'était déjà considérablement, alors que les Européens jouaient avec une vitesse de moins. Aujourd'hui, c'est moins vrai, mais ça le reste encore un peu quand même. Mais malgré tout, ça se resserre et ça va continuer à se resserrer. Ça, c'est à mon avis obligatoire. La deuxième question, j'avais plusieurs ambitions. L'une d'entre elles, c'était d'être prof d'histoire-géographie. Voilà. Donc, j'aurais pu. Monsieur Cadeau. On parle souvent de statistiques en basket. Est-ce que vous fixez beaucoup sur ces analyseurs? Est-ce que vous en avez d'autres? Quelle priorité vous leur accordez? Alors, je suis obligé de m'en préoccuper. Je les observe, je les regarde, je les analyse. Mais j'essaye aussi de faire la part des choses, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir des bonnes statistiques, mais qui ont très peu d'impact. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'impact. Et aujourd'hui, il y en a une dernière qui vient d'être créée il y a 2 ans, qu'on n'avait pas avant, c'est ce qu'on appelle les plus-moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur rentre sur le terrain, on évalue si son équipe a marqué plus de points ou au contraire l'inverse. Et des fois, donc, ce joueur a des statistiques individuelles remarquables, mais en même temps, son équipe, pendant qu'il était sur le terrain, a perdu de 10 points. Donc pour moi, cette stat a beaucoup d'importance. Parce qu'elle mesure l'impact. On voit d'ailleurs, vous avez souvent fait confiance à Charles Caludi, qu'à l'époque, aujourd'hui, il commence à avoir des statistiques intéressantes, mais qui à l'époque avait des statistiques raisonnables, mais assez faibles, mais qui apportait toujours son intensité défensive et son implication. Les stats, en fait, ne tiennent très peu compte de la défense, quoi. Bon, il y a les contres et les interceptions, mais on peut très bien être un excellent défenseur sans intercepter ni contrer, et ça, c'est pas valorisé par les statistiques. Ça valorise essentiellement l'attaque. Donc c'est un peu dommage. On en revient tout à l'heure à la gestion du stress, et c'est pas toujours le résultat et la statistique à la fin mais ce qu'on produit pour y parvenir. Alors il va bientôt être l'heure, je vais juste faire une petite conclusion, et puis je vais vous laisser le temps de, si M. Collet a encore quelques minutes, de pouvoir se rapprocher de lui. Donc juste, j'étais très content et très fier de recevoir Vincent Collet au sein du Collège Saint-Joseph, pour plusieurs raisons. Déjà pour sa carrière, c'est vrai que c'est quand même, au niveau du basket français aujourd'hui, un des plus beaux palmarès, une des plus belles carrières, mais aussi parce qu'ils ont rejoint ce que je vous dis depuis le début de la semaine, et depuis le début de l'année. Je tiens à ce que vous mettiez en projet, à ce que vous preniez des initiatives, à ce que vous réfléchissiez à ce que vous voulez devenir comme personne, au niveau professionnel. Et je crois que le projet de vie de Vincent Collet, c'est un beau projet. Il a toujours été au bout de ses ambitions et de ce qu'il souhaitait faire, mais toujours, et ça c'est très important pour moi, et c'est pour ça que je le trouve particulièrement remarquable, toujours avec beaucoup d'humilité. Et l'humilité qui est au cœur de notre projet d'établissement, eh bien voilà, monsieur Vincent Collet est quelqu'un de très humble, et je trouve que c'est une belle qualité, et donc je le remercie pour ça. Et puis aussi pour le service qu'il rend au basket français, parce que Vincent Collet est toujours prêt à venir au colloque entraîneur, au colloque auprès des jeunes, intervenir auprès des entreprises. Il ne reste pas dans son carcan, il est toujours prêt à rendre ce qu'il a reçu du basket. Et donc merci pour tout ça. Voilà. Alors avant de vous déplacer, les consignes, parce que ça va bientôt sonner, vous demandez dans le calme, alors écoutez bien les consignes jusqu'au bout, de ramasser vos chaises, de monter calmement sur la scène pour qu'on puisse prendre une photo de groupe, et après, j'ai pas fini les consignes, après je vous demanderai, comme la salle sera vide, de redescendre dans la salle plutôt que tous rester sur la scène, ça sera plus facile pour les autographes, si vous avez le temps de faire signer des autographes.